Bonjour à tous, je suis Bénédicte Sanson, je suis cofondatrice et déléguée générale du MoveJ, le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. Plus de 300 000 jeunes par an créent leur entreprise. Est-ce que vous le saviez ça? Et ainsi, ils créent leur job et souvent celui de leurs amis. Et le prix MoveJ s'adresse aux jeunes entrepreneurs, porteurs de projets et auto-entrepreneurs qui ont entre 18 et 30 ans. C'est un prix national et généraliste, donc qui existe depuis plus de 12 ans. Et à ce jour, ce sont plus de 17 000 jeunes qui se sont intéressés à ce concours. Et cette année, nous avons décidé d'enrichir le dispositif d'une dynamique régionale en élisant avec les acteurs du territoire des ambassadeurs de l'entrepreneuriat jeune partout dans les régions. Et ces ambassadeurs donc, ont pour mission de porter les engagements de leur région pour la jeunesse qui y entreprend. Et donc aujourd'hui, c'est au tour des régions Sud-et-Corse de prendre la parole à notre micro. Et donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire sur l'entrepreneuriat jeune et d'accueillir à mes côtés Christophe Roux, donc, qui est responsable création et entrepreneuriat au sein de BPI France, et Oscar Mondésir, qui est le jeune ambassadeur qui a été élu cofondateur de la OLA. Honneur aux jeunes. Oscar, à toi la parole. Présente-toi en quelques mots et présente ton projet. Déjà, merci Bénédicte pour la présentation. Je m'appelle Oscar Mondésir, je suis porteur de projet de l'AOLA, qui est une plateforme qui vise à faciliter la vente de matériel de sport de seconde main au profit des clubs. Et alors, que représente ton territoire dans ton projet entrepreneurial? Est-ce que c'est important d'être implanté en Auvergne-Rhône-Alpes? Du coup, en Provence, Côte d'Azur, excusez-moi. Écoutez, Marseille, je trouve, est vraiment est riche et dynamique par rapport au secteur sportif. On a la mer, on a les montagnes, on a pas mal d'infrastructures qui gravitent autour de la région. Et je tiens à cœur, en plus, de développer ce projet sur Marseille pour envisager de le développer ensuite au niveau national. Mais voilà, je crois au secteur marseillais, au dynamisme qu'il y a dans cette région et à l'évolution du projet que je pourrais faire sur ce territoire. Merci Oscar, c'est vraiment important cet attachement régional et tu vas revenir après sur ton projet. Christophe, est-ce que tu peux te présenter également en quelques mots? Oui, bonjour à tous. Merci Bénédicte. Je suis Christophe Roux, je suis responsable création entrepreneuriat chez BPI France et j'ai eu une carrière aussi chez BPI France au préalable de banquier. Donc j'ai une connaissance un peu du financement et du parcours du chef d'entreprise. Et alors aujourd'hui, ton rôle en tant que responsable création et entrepreneuriat? Création et entrepreneuriat sur PACA, c'est un rôle très important. Et comme le disait Oscar, si la dynamique est forte pour ce qui concerne le sport sur PACA, le sport lié à la création et à la création tout court, il y a aussi une très belle dynamique sur PACA. Et on a la volonté d'aider les jeunes dans ce cadre-là et de les attirer vers la création d'entreprise. Et c'est pari quasiment gagné, je dirais, parce qu'on a des scores qui sont étonnants sur la région. Quand on a une croissance de la création d'une trentaine de pourcents au niveau national, on est à pratiquement 40% en ce moment sur PACA. Alors c'est vrai qu'on dit que le Marseillais est blagueur et exagère, mais c'est des chiffres qui sont imparables et ils ont été édictés par des instances parisiennes, donc je ne peux que les croire. Donc, pour les jeunes, qu'est-ce qu'on fait sur la région? On met à disposition, on a un site internet qui s'appelle BPI France Création et qui est une bible de la création d'entreprise. Et moi, je ne peux que les inciter à l'utiliser. Ils trouveront des fiches produits, des études de marché, un pass entrepreneur qui leur permet de travailler leur business plan et de le formaliser dans toute la tradition d'un bon business plan. Donc, tout ça, c'est à disposition des jeunes et c'est gratuit. Donc, ils peuvent l'utiliser, voilà, on les incite. Et puis, on est au chevet de tout l'écosystème de la création jeune. Ça commence dès le collège avec une asso que l'on accompagne qui s'appelle 100 000 entrepreneurs et qui crée des passerelles entre les chefs d'entreprise et les jeunes. Nous avons été coupés quelques instants. Christophe, tu nous disais que vous travaillez également avec EPA. Est-ce que tu peux reprendre sur EPA? EPA, Entreprendre pour apprendre, une association qui fait l'initiation des jeunes du collège et lycée sur l'entrepreneuriat.
Et ils ont un dispositif qu'ils appellent la mini-entreprise qu'ils appliquent comme ça dans les collèges. Et les jeunes, par groupe de 6, 7, portent un projet pendant toute la durée de la session, de 6 mois à peu près. Et ça se termine en fête joyeuse à la fin par un championnat régional des mini-entreprises où on va élire la plus innovante, la plus créative, la plus productive, voilà, et le meilleur business plan. D'accord. C'est souvent comme ça dans l'entrepreneuriat des jeunes. Et c'est ce qui fait son intérêt, c'est qu'on est toujours sur le thème du jeu. Et puis, on est aussi avec du plus sérieux, avec les pépites. On est la plus grande université de France sur PACA, c'est AMU, Aix-Marseille Université, avec 80 000 étudiants. Et Pépite aussi, on a le Pépite PACA Est et le Pépite Corse à Corté. Donc, en tout, ça doit faire à peu près 130 000 étudiants. Et eux déploient le diplôme d'étudiant entrepreneur. Donc, c'est un double diplôme. Les jeunes sont diplômés en master de communication, marketing ou sur des écoles d'ingénieurs et viennent se former au métier de l'entrepreneuriat en portant un projet propre. Donc, ce que j'entends, c'est la fête. C'est long. On est souvent impatient quand on est jeune. Ça peut démarrer très, très jeune avec EPA et puis c'est tout un parcours. Alors, je propose que nous donnions la parole à Oscar pour que Oscar nous raconte justement quel a été ce parcours. Est-ce qu'il a été si long pour lui? Comment il le vit et comment il en est arrivé à l'AOLA? Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui que l'AOLA? Donc, Oscar, à toi la parole. À propos de mon parcours, j'ai fait un bac ES à Marseille. Je jouais en handball à haut niveau juste avant et j'étais au CNED et suite à une blessure, j'ai dû reprendre un peu les études conventionnelles. Je suis redescendu sur Marseille vivre avec mon père et depuis, j'ai fait des études dans le commerce principalement. J'ai fait un BTS management des unités commerciales avec une alternance chez Adidas. Donc, ma première expérience était directement au sein du secteur sportif. J'ai pu même pas mal évoluer en tant que dans les postes. Je suis passé de stagiaire à responsable magasin en 2 ans. Et ensuite, j'ai fait une université en Angleterre pendant 1 an, un bachelor Global Business, comme intitulé, qui m'a permis vraiment de toucher un peu à tous les secteurs d'entreprise, que ce soit le marketing, la gestion des affaires internationales, etc. Et suite à cette licence, je n'ai pas voulu continuer mes études, j'ai voulu acquérir davantage d'expérience. Et j'ai eu une opportunité de travailler dans une PME e-commerce qui vendait du matériel de sport, notamment de raquettes de squash, de paddle. Donc, c'était vraiment un secteur très, très niche. J'ai pas mal également évolué en compétences professionnelles, notamment en travaillant dans le digital, dans le référencement naturel. On a rapidement évolué en chiffre d'affaires avec les mots-clés qu'on travaillait, qu'on a essayé de positionner pour gagner plus de visibilité sur le web. Et suite à cette expérience, en fait, j'ai réalisé l'ampleur de la consommation des achats sportifs. C'est plus de 14 milliards d'euros qui sont dépensés annuellement en achat de matériel neuf, que ce soit des raquettes, des chaussures, etc. en France. Et en fait, plus on vendait, plus on recevait de services après-vente, parce que les raquettes de squash et de paddle sont très, très sensibles, se cassent facilement. Et voilà, j'ai décidé d'arrêter de travailler pour cette société pour essayer d'imaginer, de concevoir un modèle plus slow dans le sport et essayer de pouvoir vraiment trouver des synergies à la réutilisation de matériel, au recyclage. Et donc, j'ai décidé de reprendre mes études à la fac d'éco-gestion à Marseille, à Aix-en-Provence plus précisément, un master de création d'entreprise, pour essayer de penser un peu ce modèle qui est devenu aujourd'hui l'AOLA. De base, j'ai essayé de travailler dans tout ce qui était recyclage de matières, de raquettes, de ballons. Et les modèles économiques étaient assez compliqués. Et du coup, j'ai préféré me concentrer sur la réutilisation de matériel, parce que sur les 500 000 tonnes de déchets qui sont jetés, déchets sportifs, tous les ans, il y a plus de la moitié qui sont encore utilisables en l'état. Donc, pourquoi pas déjà de se concentrer sur la réutilisation et prôner l'économie circulaire autour de la réutilisation de matériel de sport. Et ensuite, dans un second temps, pourquoi pas évoluer sur les perspectives de recyclage et de collecte de recyclage. Alors,
un projet quand même très, très complet qui rassemble beaucoup de dimensions en fait, de l'entrepreneuriat jeune. Déjà une passion au démarrage, de l'expérience, aussi un petit peu d'expérience en fait dans une start-up, des études, hein, aller chercher les bonnes choses. Et puis des valeurs très fortes, l'économie circulaire, une attention à l'environnement, comment améliorer mon secteur. Enfin, voilà, un beau melting pot de beaucoup de choses. Et en plus, une dimension peut-être que tu n'as pas donnée, c'est que ce que tu fais ici, dans ta région, demain en France, c'est possible n'importe où. Donc, il y a une dimension de plus, c'est les technologies qui demandent aussi un peu de financement. T'en es où de ce côté-là? Alors, j'ai gagné un prix. J'ai gagné déjà le prix de lauréat de Mouji dans la région. Donc ça, j'en Ouais, suis très content, très fier. nous aussi. Et j'ai gagné aussi un prix qui est accordé par la société AICO, le prix Frédéric Chevalier, Ouais. qui accorde deux dotations de 11 000 euros, une pour un impact technologique et une pour un projet à impact social et environnemental. Donc j'ai été heureux élu et gagnant de ce prix à impact, qui m'a donc permis de développer une première plateforme qui nécessitait un peu de développement en web, PHP. Mhm. Donc, j'ai pu sous-traiter ça par un développeur et aujourd'hui, j'ai une première plateforme V1 qui me permet de faire mes premiers chiffres d'euros mon premier chiffre d'affaires. Ouais. Bon, c'est pas énorme, hein, mais ça montre quand même qu'il y a un concept. Aujourd'hui, voilà, la plateforme que j'ai développée permet à des clubs de pouvoir collecter des dons de leurs adhérents. Par exemple, admettons, je fais partie d'un club de tennis et j'ai quelques raquettes que je n'utilise plus. Je vais pouvoir les donner solidairement à mon club, que le club va pouvoir revendre et dégager de nouveaux revenus grâce à ces profits qui vont être engendrés par les ventes. Et en fait, au fur et à mesure que j'avance, plus je teste, plus je travaille avec des clubs. Aujourd'hui, je travaille avec une dizaine de clubs et je commence à comprendre que l'évolution de la plateforme va être nécessaire. J'ai réussi quand même déjà à montrer une première preuve de concept. Et en termes de financement, je pense que je vais devoir du coup faire un tour de table ou du moins aller décrocher des subventions peut-être qui vont me permettre de pouvoir financer une plateforme plus tech et plus performante et on va dire avec une dimension que je n'avais pas préalablement pensé sans avoir testé et qui va être nécessaire, je pense, pour simplifier tout ce qui est stockage dans les clubs. Alors, c'est là que nous pouvons faire intervenir notre ami Christophe de BPI France. Déjà, tu as une très belle reconnaissance, donc ça, j'imagine que ça doit compter quand on cherche des financements. Mais effectivement, hein, et tu as la preuve du concept, et ça, c'est vraiment important, alors que je crois bien que la société n'est pas encore ouverte. Tu as été très prudent et c'est très malin. Tu commences par le régime de l'auto-entrepreneur. Et tu vas créer, une fois que tu te seras bien mis d'accord avec tes associés, le pacte d'associés, on ne le répète jamais assez, c'est important. Et ça peut être important justement d'en discuter avant d'aller chercher du financement, parce que nos amis investisseurs ont souvent des idées très, très précises sur le sujet. Mais alors là, je vais laisser Christophe dans son domaine d'expertise. Christophe. D'abord, je voudrais dire que je suis bluffé par l'approche d'Oscar. Il le fait en toute humilité et moi, je suis étonné de voir ces jeunes aujourd'hui se lancer dans des choses qui paraissaient à une époque assez compliquées, la création d'entreprise, mais ils le font avec des contractions et on a l'impression que c'est naturel, donc c'est parfait. Après, moi, je trouve le projet super original et j'ai l'habitude de passer du temps dans les jurys. C'est vrai que des plateformes de revente d'outils de sport d'occasion, d'équipements de sport d'occasion, ça, j'avais jamais vu. Alors, on va pouvoir l'aider, bien sûr, parce on accompagne l'écosystème, on accompagne le Mouji, et le Mouji, c'est pas on est partenaire, mais on accompagne aussi, on est partenaire de quasiment l'intégralité des associations qui interviennent dans l'accompagnement de la créa, des associations qui sont spécialisées soit parce qu'elles donnent des conseils, soit parce qu'elles financent, soit parce qu'elles garantissent aussi des projets. Et on va pouvoir créer un tour de table. Tout à l'heure, on anime un atelier agro-entrepreneur. Il y aura six financeurs autour de la table. Donc, avec ces 6 financeurs, on peut essayer de combiner des produits de chacun, du prêt d'honneur, du microcrédit, pour arriver à boucler un tour de table partiellement. Après, il faudra aller chercher des banques et c'est vrai qu'il va falloir convaincre les banques. Alors, si j'ai des conseils à te donner, essayez de mettre en avant cette preuve du concept, prouver que tu as déjà commencé à intéresser des
des potentiels acheteurs, je suppose que c'est des acheteurs publics. Si tu peux avoir des courriers, des lettres d'intention qui confirment leur intérêt pour le projet, ça peut être un plus. Et puis, faire un business plan. À un moment, il faut mettre des chiffres. Et puis, le banquier a besoin d'avoir une lisibilité de ton projet sur la durée. Donc, n'hésite pas à travailler ton business plan et dans ton entourage. Alors, les plateformes dont je te parle, qui sont accompagnateurs, savent le faire. Tu peux aussi te faire aider par un expert comptable, ça ne peut être que mieux. Et puis, le fait que tu aies déjà eu la reconnaissance à deux, trois reprises, on va dire, hein, avec les 3 prix que tu as gagnés, c'est aussi un plus. Donc, tu pars quand même avec des atouts. Il y a des choses à travailler encore. Et bon, on va te suivre. On te connaît maintenant, tu es repéré. Donc, ne pas hésiter, les concours, c'est vrai que c'est important, c'est une belle reconnaissance et c'est de plus en plus examiné justement par les financeurs et par BPI France, qui est l'acteur majeur de l'accompagnement aujourd'hui des entrepreneurs. On laisse faire les autres. Hein, oui, mais vous êtes important pour nous articuler, pour animer tout cet écosystème. Vous êtes vraiment important. Je tenais à rebondir sur ce que disait Christophe à propos du business plan. C'est vrai que de par ma formation, on m'a beaucoup dit de travailler les modèles économiques en amont. Avant d'aller tester, on m'a dit d'essayer de créer un business plan, du texte, un executive summary. Mais aujourd'hui, je trouve vraiment important ce que dit Christophe, c'est de vraiment tester le marché et maintenant, après, se concentrer sur les chiffres. Aujourd'hui, c'est vrai que le modèle un peu universitaire pour lequel j'ai fait ma formation m'a beaucoup dit de travailler sur les chiffres, alors que maintenant, mon modèle économique a tellement évolué que il faut que je retravaille tout. Mais bon, c'est plus simple parce que je commence à connaître les mécanismes du business plan. Mais c'est vrai que du coup, c'est important, nous, les jeunes, de vraiment aller tester nos idées en priorité. C'est pas important des dossiers, pas important voilà, le plus important, c'est de connaître ses clients et de pouvoir tester un maximum. Et les modèles économiques, j'en suis persuadé, évoluent et c'est totalement une innovation continue à chaque fois. Voilà. Oui, je pense que les jeunes ont besoin d'atterrir à un moment. On est dans une première phase, on est porteur de projet. C'est vrai qu'on vit dans le monde le rêve, l'idée, et il en faut quand même pour lancer un projet. Mais à un moment, il faut atterrir et revenir vers le banquier qui, lui, va vous ramener aux chiffres, malheureusement, et c'est implacable. Et on va parler très concret. Et à ce moment-là, je pense que c'est là qu'on emporte la conviction du banquier qu'il faut vous accompagner parce qu'il va voir qu'il a en face de lui une personne qui est pragmatique et qui va respecter les engagements. Et il faut avoir un autre type de discours. Donc, c'est vrai que ce métier de chef d'entreprise, porteur de projet, et créateur, c'est ambivalent. Il faut être à la fois avoir des idées et savoir réfléchir, mais aussi revenir sur terre et savoir cadrer ses projets avec quelques chiffres et un bon business plan. Mais il faut être un homme complet quand on est créateur. Oui, mais alors moi j'irai un tout petit peu plus loin, ramener aux chiffres et surtout au chiffre d'affaires. Parce qu'on entend beaucoup parler de levée de fonds chez les jeunes. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis et dans ton dossier, c'est que tu focalises sur l'équipe commerciale. C'est vraiment important, aller chercher des clients, aller sur le terrain, aller comprendre ce que veulent les clients, aller comprendre quels vont être leurs freins, comment ça va marcher. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton premier client? Puis, est-ce que tu as des petites anecdotes croustillantes, peut-être des galères sur le sujet à partager avec nous? Clairement, aujourd'hui, mon premier club, c'était la SPTT de Marseille. Je leur ai vendu quelque chose de totalement complet et qui aujourd'hui est totalement contradictoire. Parce que voilà, je m'aperçois qu'en fait, on a beau avoir des belles idées sur le terrain, ce n'est pas du tout ce qui peut être appliqué et il faut savoir rebondir. J'avais développé une plateforme dans l'idée de vraiment organiser des collègues dans les clubs, etc. Et aujourd'hui, je m'aperçois que c'est quelque chose de compliqué, mais en même temps, j'ai appris que les clubs ont du matériel, que ce soit du textile, des rollers, des vélos qui n'utilisent plus et qu'on va pouvoir les aider à mettre en ligne sur une plateforme. Et ils vont pouvoir, en contrepartie, en fait, faire des économies sur leur facture de ces équipements qu'ils ont achetés il y a quelques temps. Donc, on se concentre sur ça parce qu'aujourd'hui, il y a un potentiel et ce n'est pas forcément ce que j'avais pensé de base. Des fois, on se concentre vraiment sur des marchés. On veut totalement toujours toucher le customer, le C. Alors que voilà, finalement, en me concentrant sur les clubs, je vois qu'il y a déjà un potentiel de marché et de chiffre d'affaires. Donc oui, c'était assez compliqué d'engager les clubs aussi.
Je pensais avoir l'idée du siècle, la bonne idée, et que tout allait se faire. Tout allait se faire. Je crois qu'on a perdu on a perdu Christophe. Moi, je suis toujours là. Christophe, reconnecte-toi. Ouais. Alors, on va vous dévoiler notre petit secret. On est tous les trois côte à côte. Donc, Christophe peut continuer à intervenir pendant qu'il se reconnecte. Donc, continue, Oscar. Ça sera de la radio. Ça sera de la radio. Ça y est, Christophe est revenu. Oui, donc voilà, la mise en œuvre de cette solution dans les clubs est compliquée parce que voilà, je pense avoir la bonne idée et que derrière, les choses allaient se faire facilement. Mais aujourd'hui, voilà, les clubs ont beaucoup de travail à faire. Ils ont beaucoup moins de bénévoles aussi. Et l'outil que j'avais conçu devait quand même mobiliser certains acteurs au sein des clubs. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est compliqué de faire ça. Donc, ce qui est encourageant, c'est que du coup, aujourd'hui, j'ai un modèle économique plus viable et plus scalable, on va dire, au niveau français, au niveau aussi européen, parce que les associations sportives, comme tu disais, Bénédicte, il n'y en a pas qu'en France, il y en a en Espagne, il y en a en Belgique, il y en a en Allemagne, il y en a en Autriche. Il y a vraiment un tissu européen. En Australie, en Nouvelle-Zélande, il y en a partout. Bien sûr. Non, bien sûr, c'est à la mode. Et clairement, et voilà, je pense que je suis très attaché au tissu associatif sportif parce que voilà, j'ai fait 10 ans de handball en club. Je fais partie d'un club de piscine à Marseille depuis que je suis petit. Mon grand-père en était président. Donc, vraiment, j'ai à cœur de travailler pour les associations sportives. La crise de la Covid a fortement perturbé ces clubs. Plus de 30% des clubs associatifs sont en situation de défaillance économique aujourd'hui. Bon, il y a une bonne nouvelle, c'est que la reprise de septembre a été importante pour les associations avec qui je travaille. On revient sur des chiffres de 80% d'adhérents avant Covid, donc c'est quand même assez intéressant. On voit que les associations sportives, on a besoin des associations sportives pour faire du sport, pour pouvoir aussi permettre de garder ses enfants, il ne faut pas se mentir. Bon, j'en ai pas, mais je pense certainement à des amis qui ont des enfants et qui sont bien contents de les avoir au club de foot 2 fois par semaine. Et voilà, le but, c'est d'essayer de redorer un peu ce tissu associatif avant les JO de 2024. C'est vraiment, j'espère, un key point qui va être important pour pouvoir s'internationaliser. Donc là, c'est beaucoup de travail jusqu'à 2024, beaucoup de rebondissements, c'est un peu comme la croissance des crypto-monnaies, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et c'est toujours comme ça avec le travail que je fais. Donc voilà, c'est difficile l'entrepreneuriat, mais voilà, on est entrepreneur, on est rêveur, donc c'est ça qui nous maintient, qui nous maintient et qui nous permet de continuer à faire ce qu'on entreprend. Donc les JO, une belle fenêtre de tir, il va falloir beaucoup travailler effectivement jusqu'au JO, il faudra beaucoup travailler après aussi. Ça, il n'y a pas de secret. Juste avant de donner la parole à Christophe pour qu'il te pose une question, parce que je suis sûre qu'il en a au minimum une, mais plein qui lui brûle les lèvres, reprécisez bien, tu as un modèle où tu as des clients qui sont les clubs de sport qui te vendent leurs équipements ou qui te les donnent, en tout cas tu les récupères, et tes clients finaux, c'est le grand public qui veut s'acheter une machine pour faire du sport. C'est bien ça le business model. Alors, c'est vrai que c'est bien de repréciser. On ne l'a pas du tout évoqué, mais je pense que ça mérite d'être éclairci. C'est important. Tu peux le faire rapidement parce que le temps file. Aujourd'hui, il existe pas mal de marketplaces peer-to-peer, donc d'utilisateur à utilisateur. Je pense à Vinted, je pense à Le Bon Coin, qui me permet, moi, en tant qu'utilisateur, de pouvoir vendre à quelqu'un d'autre. Mais moi, je trouvais qu'il manquait d'intermédiaires. Il manquait aussi de tiers de confiance. Et aujourd'hui, les clubs sont vraiment un point central pour le sport. C'est plus de 52% des pratiquants français qui font du sport dans un club. Et en fait, l'idée du modèle économique, c'était que les clubs puissent utiliser ma plateforme pour pouvoir vendre du matériel qu'ils n'utilisaient plus. Donc voilà, le modèle est… Moi, je suis vraiment une plateforme… Mais le vendre à qui, du coup? De vendre à des joueurs, qu'ils soient licenciés ou non. Et l'idée, c'était qu'avec ces ventes des équipements, qu'ils puissent gagner de la visibilité dans leur région et proposer un service de seconde main à des sportifs qui souhaiteraient se mettre à une nouvelle pratique et pourquoi pas dans leurs infrastructures. Donc, l'idée, c'était de créer du trafic dans ces clubs avec une offre de matériel. Donc voilà, ça, c'était le modèle initial. Et voilà, je me rends compte qu'avec les problèmes de stockage, parce que les clubs pouvaient aussi recevoir des dons de leurs adhérents de matériel que les adhérents n'utilisaient plus. Il faut savoir que les équipements sportifs, c'est les objets les plus délaissés après les téléphones portables. Donc, je voulais aussi créer un système de collecte et de dépôt de matériel, un peu comme le modèle Emmaüs, où les joueurs pouvaient donner du matériel à leur club, que ces clubs puissent revendre sur ma plateforme à de potentiels nouveaux utilisateurs. Voilà, ça, c'était l'idée de base.
Allez, l'idée finale pour Voilà. pour qu'on puisse enchaîner avec Et la l'idée question finale testo. pour laquelle je vais avoir besoin d'argent, c'est de créer une plateforme de vente en direct, de joueur à joueur, mais que le club qui puisse être prescripteur de la plateforme en parrainant ses joueurs et qu'ils puissent avoir un cashback sur chaque vente de leurs joueurs. Donc, admettons, je fais partie du club de tennis. L'AOLA m'a prescrit cette plateforme pour vendre mon matériel. J'ai réussi à le vendre en toute sécurité et que voilà, j'ai mon argent sur mon compte et que je peux reverser une partie de la vente à mon club pour le soutenir et pour leur permettre de créer de nouveaux revenus. Voilà, ça, c'est l'idée finale pour laquelle je vais avoir besoin d'argent. Voilà. D'accord, donc très vertueux. Christophe, une question. Oui, moi j'avais compris que tu ferais des tentatives aussi vis-à-vis des collectivités pour qu'elles s'équipent à moindre coût. Voilà, c'était quelque chose à laquelle je pensais, mais bon, là on va être quand même du troc, enfin de la vente entre particuliers avec l'intermédiaire des plateformes, des associations sportives, hein, si j'ai bien compris. C'est ça. Et même en fait, par rapport à mon test, je m'en suis rendu compte qu'entre clubs, il pouvait aussi avoir des connexions. Aujourd'hui, il y a le club d'Aix-en-Provence de water-polo qui avait une cage de water-polo en plus et dont le club des Dauphins, pour lequel je suis licencié, a pu l'acheter. Donc, on voit qu'il y a aussi des connexions entre les clubs. Les clubs peuvent se vendre et s'acheter du matériel pour leur pratique. Donc, on voit qu'il y a des synergies déjà entre les clubs aussi. Il peut en avoir aussi pour les collectivités. J'imagine aussi les écoles qui ont du matériel de sport, qui puissent aussi trouver une circularité autour de tous ces équipements. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses autour du sport, surtout quand on parle d'équipement et de matériel de sport. Et je pense me concentrer sur les clubs dans un premier temps, parce qu'un club, c'est en moyenne 100 adhérents. Donc, pour un club, on touche 100 personnes en moyenne. Donc, on veut se concentrer sur ça et après, pourquoi pas aussi partir un peu plus loin avec les écoles, avec les kinésithérapeutes qui ont du matériel. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses autour du sport, des équipements, mais principalement, je vais me concentrer sur cette vente entre particuliers avec l'intermédiaire des clubs pour essayer de vite développer le projet en France. Un long chemin qui t'attend. Nous arrivons au bout de ce temps de parole. Est-ce que ça te dirait d'avoir un mentor? Clairement, franchement, c'est une très bonne question. Je crois que c'est la plus pertinente parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile d'avancer seul, en tout cas sur l'opérationnel. Beaucoup de choses à faire et c'est vrai que des mentors qui ont une expérience, qui connaissent le terrain, qui connaissent ce terrain chemin semé d'embûches. Et je pense que ça peut vraiment m'être bénéfique d'avoir quelqu'un qui a une expérience sur le terrain. Pourquoi pas un ancien sportif ou quelqu'un qui a travaillé dans le secteur sportif, ça serait génial. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai besoin. Et d'ailleurs, j'ai postulé sur la plateforme Mouvji pour participer à un jeune, un mentor. Et j'espère pouvoir trouver mon mentor grâce à ça. Tu le trouveras, il n'y a aucun sujet là-dessus. Tu le trouveras, c'est évident. Effectivement, le mentor, c'est un entrepreneur qui va t'aider à effectivement éclaircir toutes ces options qui sont face à toi et arriver à trouver ta propre voie parce que tu as des convictions très fortes, hein, tu nous les as affirmées ce matin. Tu as déjà vu qu'il y avait plein d'options différentes, que les premiers chemins n'étaient pas forcément les bons. Et le mentor, c'est vraiment celui qui effectivement a connu ce chemin de l'entrepreneuriat, qui n'est pas au-dessus de toi, qui est quelques mètres devant toi. Et parce qu'il sait que le chemin est semé d'embûches et qu'il sait un peu où sont peut-être les difficultés qui pourraient surgir et te mettre les bâtons dans les roues, eh bien, il va te questionner, il va partager avec toi son expérience. Quand il se dira « Oh là, il est en train de me dire ça, ça me rappelle telle chose », et il te le dira pour t'inspirer, non pas pour te dire « fais différemment », mais pour que tu puisses avoir en tête et petit à petit que tout se construise dans tes raisonnements en ayant conscience de ce qui peut se passer sur le chemin. Donc, ça te permet de prendre les devants, mais de garder tes propres convictions et tes propres envies, et c'est toi qui as le volant, et en aucun cas, ce sera le mentor qui le prendra. Et donc, la bonne nouvelle que nous annonçons depuis la rentrée, c'est ce plan, un jeune, un mentor, qui vient s'inscrire dans le dispositif global Un jeune, une solution. Un jeune, un mentor permet à tous les jeunes qui ont entre 18 et 30 ans, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui n'ont pas encore atteint l'autonomie financière avec leur entreprise, de pouvoir bénéficier d'un mentor. Ce plan est 100% subventionné, donc ça ne coûte rien aux jeunes entrepreneurs. Il suffit qu'ils viennent s'inscrire sur la plateforme Un jeune, un mentor pour entreprendre du Mouvji, qui est aussi accessible via le site du Mouvji, m2ovje.fr.
remplir un dossier de candidature, suivre la formation, puisqu'il y a une formation qui va bien vous détailler ce que c'est que ce parcours mentoral qui va durer au minimum 6 mois et qui peut être prolongé pour 6 mois de plus. Les mentors font la même chose que vous, ils viennent s'inscrire et ils sont formés également pour qu'ils sachent garder leur posture de mentor. Et c'est très difficile quand on est entrepreneur de ne pas prendre le guidon, de ne pas prendre le volant. Donc vraiment de rester sur cette posture de questionnement, de partage. Alors tout ça avec beaucoup de confiance, beaucoup de bienveillance. C'est une relation très forte qui se crée entre le mentor et le mentoré généralement, et c'est une relation que vous garderez à vie. C'est pas quelqu'un qui vous dit donc ce que vous avez à faire, comment le faire, etc. Et c'est quelqu'un qui vous aide à avancer dans votre réflexion et à petit acquérir ces fameux réflexes de l'entrepreneur. Hop, une info, je me questionne, je sais où je vais. Donc faire des choix, prendre des décisions, et puis c'est aussi celui qui vous aide à sortir de cette solitude de l'entrepreneur. Peut-être toi, Oscar, tu n'as pas encore complètement expérimenté, mais ça se peut que si quand même. Et face à la multitude de ce qui vous arrive, à n'importe quel moment, vous pouvez décrocher votre téléphone et dire « Allô, tu pourrais m'écouter 5 minutes, là, j'ai besoin de vider mon sac ». Et ça, c'est assez magique parce qu'il n'y a personne dans l'écosystème autre que votre mentor qui peut absolument tout entendre. Oscar, Christophe, chacun de vous, un mot de conclusion avant qu'on se quitte? Christophe? Oui, écoute, moi je suis bluffé, je le disais tout à l'heure, par la maturité du projet. Je pense qu'on est sur j'affirme comme ça, qu'on est quand même sur un bon projet. Le sport, c'est une valeur qui monte. On est sur un marché en croissance. On a des exemples de plateformes ou de filiales de grands groupes comme Auchan qui font de la vente de matériel d'occasion, et on voit que ça marche bien, mais c'est très ponctuel. Toi, tu apportes une alternative, tu vas être original avec ton dispositif. Moi, je te souhaite bon vent, et je pense qu'on est sur un bon coup. Super, Oscar. En tout cas, déjà, merci au Mouv'J d'avoir organisé ce webinaire et déjà de me faire du coup rencontrer Christophe Roux de la BPI. C'était un moment opportun, et c'était, je pense, le bon moment aussi de se rencontrer. Comme il le disait, c'est vrai qu'il y a le marché qui montre beaucoup de choses autour de l'occasion. Par exemple, Decathlon qui a racheté par Alltrix la plateforme de Trop Vélo, qui est une plateforme de mise en relation pour vendre du vélo d'occasion. Parce que voilà, aujourd'hui, avec la crise, la matière première pour des vélos neufs, le secteur est totalement en crise. Parce qu'il manque des matières, et des sociétés comme Decathlon envisagent des plateformes de mise en relation de vente de seconde main pour essayer de maintenir un marché et une croissance. Donc, c'est vraiment un marché qui est en forte croissance. L'occasion, pas forcément dans le sport, c'est un modèle qui peut être appliqué après sur beaucoup de choses. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer sur ce secteur que j'affecte beaucoup. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ce webinaire, et à bientôt. À très bientôt. Postulez pour avoir votre mentor, et surtout, faites-vous accompagner, quoi qu'il arrive, à tous les stades d'avancement dans votre projet. Vous aurez un interlocuteur qui saura vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de BPI France Création. Vous avez tout l'écosystème qui y est présent. À très bientôt, en présentiel ou en distanciel. Très bonne journée. Au revoir, merci.